Salut à tout le monde, bienvenue dans ce vlog musique Pasca et donc c'est un vlog consacré au groupe de rock anglais U2, groupe très connu, sur lequel j'ai fait une très courte vidéo en direct au cours du confinement ou un petit peu après. Mais malheureusement, j'ai pas vraiment très bien parlé de ce groupe. Il est possible que c'était en anglais d'ailleurs. Et donc je refais une nouvelle vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue. Et donc, voilà, j'avais fait un sondage entre deux options, à savoir parler de musique africaine ou parler d'un groupe de rock anglais connu. Et vous avez choisi la deuxième. Donc, me voici pour cette vidéo de YouTube. La vidéo suivante, ce sera une interview exclusive avec mon amie Sandrine et nous parlerons d'artistes africaines et notamment d'artistes du Cameroun. Mais pour l'heure, on va parler de U2. Et donc U2, beaucoup de gens connaissent ce groupe puisque c'est un groupe hyper médiatisé. C'est un groupe qui a une renommée qui n'est plus à faire. Leur renommée est déjà complètement acquise. C'est un groupe qui tourne à l'international. C'est un groupe qui a toujours été composé des 4 membres que l'on connaît. Donc dans les grandes lignes, je vais aller très vite pour décrire U2 pour les personnes au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est U2 et quel est ce groupe. Donc U2, c'est un groupe de rock irlandais qui est formé en 1976 à Dublin. Les membres, qui sont toujours les mêmes depuis le début, ce qui est quand même plutôt rare, surtout chez les groupes anglo-saxons et notamment les groupes britanniques. Donc Bono, le chanteur, dont je ne connais pas le nom véritable, ainsi que The Edge à la guitare, dont le son est très reconnaissable, Adam Clayton à la basse et Larry Mullen Jr. à la batterie. Je pense que c'est Junior à mon avis. Larry Mullen Jr. Le père devait s'appeler Larry Mullen également, je suppose. Le style, au départ, c'est rock, et puis c'est de plus en plus expérimental et atmosphérique, avec des influences de new wave, électronique et alternative. Clairement, au départ, pour moi, c'est new wave. D'ailleurs, le groupe U2 a démarré dans la période post-punk, punk et post-punk. Les thèmes récurrents qui sont abordés par le groupe de U2, il s'agit de politique, d'engagement, pour l'Irlande, pour les droits humains, et il parle aussi des conflits. Il parle de spiritualité, d'amour, de foi et d'identité. Quelque chose aussi qui ressort pas mal dans les thématiques des chansons de Depeche Mode, groupe contemporain de U2. Les albums clés à retenir pour U2, alors, ce sont les albums retenus par ChatGPT, je vous le dis honnêtement. Moi, c'est pas ceux-là que j'aurais retenu, mais bon. Visiblement, ces albums-là, ce sont ceux qui font de U2 un groupe internationalement reconnu et qui a fait ses preuves. L'album The Joshua Tree en 1987 avec une percée mondiale. Donc c'est pour ça, la consécration s'est faite en 87 pour U2. Ensuite, on a Artung Baby, qui est un album de 91 et qui opère un virage un peu plus moderne et audacieux. On a All That You Can't Leave Behind en 2000, qui a un retour à un son plus minimaliste et plus épuré. La réputation du groupe en live, beaucoup de tournées, de grosses tournées, des shows spectaculaires, et U2 est souvent cité comme l'un des meilleurs groupes sur scène.
Bono qui lui est hyper connu, hein. Qui ne connaît pas Bono dans l'univers de la musique anglo-saxonne? Si vous connaissez pas Bono, il faut vraiment vous dire que la musique, c'est pas trop votre fort, parce que Bono, il est très connu quand même. Donc, et c'est pas pour émettre une critique, hein, mais je pense que les personnes qui s'intéressent pas vraiment à la musique pourront pas dire qui est Bono, et celles qui s'y intéressent un minimum le diront. Et donc, médiatisé, hein, pour son engagement humanitaire, politique. Donc, en Afrique, ce que dit ChatGPT, lutte contre la pauvreté et d'autres engagements. Et l'impact du groupe de U2, c'est un groupe des plus influents et des plus vendeurs en termes de CD, d'albums, de disques, de vinyles, de tout ce que vous voulez, de cassettes, d'albums en tout cas. Les plus vendeurs de l'histoire du rock. Avec une longévité exceptionnelle. Et surtout, exceptionnelle avec toujours les 4 mêmes personnes dans le groupe. On ne peut pas dire ça de beaucoup de groupes de cette époque, avec soit des personnes qui décèdent, comme on l'a vu récemment avec Depeche Mode et son claviériste Andy Fletcher, ainsi que dernièrement The Cure avec aussi son claviériste et bassiste à guitare 6 cordes, nommé Teddy, mais de son nom Perry Beaumont, donc qui est décédé à la fin de l'année 2025. Et donc voilà, moi j'ai vraiment dressé les grandes lignes de U2 et de ce que ChatGPT m'en dit. Après, je peux piocher également dans Wikipédia un peu plus d'informations. Et surtout la discographie, parce que c'est ça vraiment qu'on veut connaître sur U2, si vous ne connaissez pas le groupe U2, ou très peu. La discographie de U2, avec, pour démarrer, un album en 80. Donc on ouvre les années 80 avec l'album Boy, en ce qui concerne U2, qui est un album excellentissime. Excellentissime. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas ici en physique pour vous le montrer. Le truc, c'est que c'est un album qui, alors, propose une photographie en noir et blanc. Je suppose que c'est du fils de Larry Mullen, le batteur. C'est une supposition, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a une photo d'enfant, un visage de garçon en noir et blanc. Et plus tard, dans l'album War, on retrouvera le même garçon, plus grand, avec le titre U2 War. Tandis que sur l'album Boy, on a vraiment simplement la photo du garçon, du jeune garçon, et on a son image. C'est simplement une photo en noir et blanc d'un jeune garçon, peut-être entre 4 et 7 ans, je dirais, bref. Et donc cet album Boy, c'est un album mais absolument génial. Pour vous dire, c'est un album, moi, que j'écoute en boucle dans ma voiture. Alors, il faut savoir que moi, dans ma voiture, j'ai une clé USB avec du MP3 et j'ai près de 50 albums sur ma clé. C'est une clé 16 Go et j'ai près de 50 albums, dont Boy de U2. Et quand... Parce que bon, j'écoute cette clé, c'est tout dans l'ordre alphabétique. Quand on arrive dans les U, parce que des fois je change pas, je laisse la playlist se dérouler sur des semaines. Et quand j'arrive à l'album de U2, mais je vous assure, je me dis, mais je comprends complètement pourquoi U2 a le succès qu'il a. Pourquoi ce groupe, en fait, nous emmène dans quelque chose que seuls eux réussissent à créer. Déjà, la voix de Bono, qui est tout de même une voix qui est puissante, techniquement puissante. Bono a une voix qui chante juste et qui chante avec des variations en octaves
Il arrive à chanter grave et à chanter assez haut. Je ne sais pas combien d'octaves sa voix couvre. C'est sûr qu'elle couvre beaucoup moins d'octaves que la voix de Freddie Mercury, qui lui dépasse tous les scores. Mais en tout cas, la voix de Bono est une voix qui couvre 3 à 4 octaves, je dirais, ce qui est déjà pas mal. Bon, après, c'est possible que je me trompe. Mais en tout cas, pour moi, c'est une voix... Il y a des voix qui ressemblent à la voix de U2, notamment la voix du chanteur de Coldplay. Si je ne m'abuse, moi, au tout début, quand Coldplay a commencé à devenir radiophonique, lors de leur peut-être second ou troisième album, je sais pas si d'ailleurs c'est même pas au premier qu'il y a déjà eu des singles diffusés en radio. En tout cas, la voix du chanteur de Coldplay, dont je me rappelle pas du nom, me fait penser aussi à la voix de Bono. Mais la voix de Bono, si vous voulez, c'est une voix qu'on peut reproduire. On peut chanter à la manière de Bono. C'est une voix, comparativement à pas mal d'autres voix, c'est une voix qu'on reconnaît, mais qu'on peut imiter. Il y a d'autres hommes qui peuvent avoir le même type de voix. Bono, là où il se démarque avec sa voix, c'est surtout qu'il y met une intention. Et son intention, c'est une intention presque guerrière. Dans sa voix, il a quelque chose de guerrier. Il a quelque chose de combatif. Et ça, vous pouvez imiter le timbre, vous pouvez imiter le style, mais vous n'imitez pas l'intention du bonhomme, la force de caractère. Je pense que Bono ne doit pas avoir un caractère forcément très souple. J'imagine que c'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, qui sait bien où il va. Après, voilà. Bon, je connais pas Bono en personne, donc voilà, c'est la blague à part. Je saurais vraiment pas dire quel type de caractère il a, mais moi, quand je vois le mec à la télé, dans ses clips, dans ses apparitions, on va dire visuelles, je trouve que le gars, bon, déjà, il a de l'assurance, mais je trouve que surtout, ce gars-là, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et vraiment, déjà, dès l'album Boy, on est dans cette détermination. C'est évident. C'est évident. Et surtout, l'album Boy, c'est un album qui ancre déjà le style U2. Au niveau instrumental, on pose déjà une bonne basse très audible, avec des lignes vraiment de mélodie très très reconnaissables, audibles. Il faut savoir que dans la New Wave, la basse est assez prépondérante généralement. Et d'ailleurs, le duo basse-batterie est capital, souvent dans les groupes de New Wave. C'est ce qui assoit vraiment l'ensemble sonore. Et ensuite, on a cette guitare si particulière de The Edge, qui est une guitare qui va faire comme des riffs très accélérés. Je ne saurais pas expliquer techniquement comment ça peut se décrire. En tout cas, moi, ce que j'en entends, c'est vraiment cette capacité, en fait, à faire des accélérations, là, comme ça. J'entends très distinctement, d'ailleurs, en vous le disant, c'est comme ça, des accélérations. Et ensuite, d'envoyer vraiment un truc avec la basse, de concert avec la basse. D'ailleurs, basse-guitare chez U2, c'est vraiment aussi un binôme. C'est même plus un binôme, c'est une symbiose. Pour moi, le jeu de The Edge et le jeu du bassiste Adam Clayton, ce jeu est un jeu qui est couplé de telle sorte que finalement, on a le sentiment qu'il y a un seul guitariste, bassiste et guitariste à la fois, qui envoie ce duo basse-guitare en fait. Parce que c'est tellement synchro, c'est tellement vraiment propre et vraiment travaillé et vraiment surtout très carré. Le son est carré et dès l'album Boy aussi, il y a ce côté très structuré de la musique de U2 qu'on voit assez rapidement en fait chez U2.
Ensuite, il va suivre cet album October, qui cette fois-ci est un album un peu plus, je dirais, un peu moins guerrier, un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, un poil plus mélancolique. D'ailleurs, même sur cette photographie, qu'on voit pas trop bien, mais on voit les 4 membres, il y a un ciel gris derrière eux, et pour être honnête, ils font pas franchement un bon sourire, ils font plutôt la tronche. Et donc, pour moi, on est là un peu dans les années Margaret Thatcher, enfin c'est clairement ça d'ailleurs, et puis surtout, donc en Angleterre, et puis surtout on est dans les conflits Irlande-Angleterre. Moi je connais pas personnellement bien l'histoire de l'Irlande, mais honnêtement, c'est sûr que là, c'est pas une période très joyeuse pour... c'est pas une période joyeuse en fait en Grande-Bretagne, tout simplement. Donc, dans la musique de U2, ça s'en ressent, de même que dans énormément de musiques qui sont dans cette époque, au début des années 80, souvent de la New Wave dans le style. Alors, c'est des musiques qui pulsent. On a le sentiment qu'on peut danser sur ces musiques. C'est d'ailleurs un peu le propre de ce mouvement New Wave, que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo New Wave, justement. C'est ce propre de mettre du mouvement dans la musique, sans pour autant aborder des sujets très joyeux. C'est plutôt même l'inverse, plutôt des sujets psychologiques, un peu torturés, voire même assez tristes, et parfois même gothiques et plutôt sombres. Mais bon, voilà, c'est des musiques qui restent entraînantes. Et sur cet album October, qui est excellent également, il y a cette part de mélancolie qui se manifeste un peu plus dans des morceaux, par exemple, justement comme October, qui porte le titre de l'album. Et puis, même With a Shout, Jérusalem. Il y a même une rage interne, comme souvent dans la New Wave, c'est-à-dire il y a une tristesse, il y a une rage interne, et il y a comme ça aussi l'envie de bouger là-dessus, de faire bouger les gens là-dessus. Et en même temps, toujours ce côté tribal, avec cette batterie très imposante, et toujours ce binôme batterie-basse, et ce binôme basse-guitare, qui forme une triangulaire qui est toujours très très assise, surtout pour les groupes U2 et Simple Minds, des débuts. Dès début, on est encore dans la New Wave. Lorsque October sort, on est encore dans l'esprit New Wave. Cet album October est également considéré comme ayant des thématiques beaucoup plus spirituelles et religieuses. Alors ensuite, on a l'album War. Donc cet album-là, c'est pas l'album de la consécration mondiale. Par contre, c'est un album qui révèle U2 comme un très grand groupe de New Wave. Absolument très grand groupe de New Wave. Avec des titres très connus tels que Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, qui traitent des conflits en Irlande du Nord. Sunday Bloody Sunday également d'ailleurs, Dimanche ensanglanté. Like a Song, moins connu. On a des morceaux extrêmement magnifiques tels que Drowning Man, Surrender, qui est très beau aussi, avec des nappes de synthétiseurs également. Il n'y a pas uniquement ce côté aussi, donc toujours cette triangulaire, basse, batterie, guitare, mais là on a aussi quand même un travail avec un peu de, je dirais, des nappes. De mémoire, je dirais qu'il y a encore un peu ces nappes de synthétiseurs, enfin, qu'on retrouve souvent dans la New Wave d'ailleurs. Et donc c'est un album plutôt étendard de la génération des années 80, comme le dit très bien Wikipédia. Et c'est un disque considéré comme l'un des plus revêches, parce que c'est un disque qui rentre dans le lard, clairement.
C'est pas un disque qui fait, on va dire, voilà, qui brosse dans le sens du poil, hein. C'est un disque qui est très guerrier, très très guerrier. Donc d'ailleurs, War, hein, la guerre, hein, bon voilà. Et c'est un album, il culmine au niveau New Wave. Des batteries tribales à souhait. Une basse incroyable. Des tirs de guitare de The Edge fabuleux. Moi, je compte pas les tubes dans cet album. Déjà, les 5 premiers morceaux, pour moi, à eux seuls, sont vraiment des tubes. Sunday, Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day, Like a Song, Drowning Man, ce sont vraiment les 5 morceaux. S'il y en avait que 5 à retenir dans cet album, ce serait vraiment ces 5 premiers. Et je me demande d'ailleurs pourquoi l'album a 10 morceaux, parce que pour moi, honnêtement, les 5 derniers sont moins bons. Ils restent toujours excellents, mais pour moi, c'est vraiment les 5 premiers morceaux qui culminent dans cet album. Donc voilà pour l'album War. Ensuite, on a l'album The Unforgettable Fire, l'inoubliable feu. Et honnêtement, cet album, moi, c'est mon préféré de U2. Mon préféré. Parce que là, on a en plus un album produit par Brian Eno, qui a hésité avant de produire cet album. Il voulait pas spécialement, en fait, travailler avec U2. Et finalement, il en ressort des nappes très atmosphériques, parce que, bon, Brian Eno, c'est le maître incontesté de l'ambiante, musique atmosphérique. Et donc, avec U2, bah, il collabore en ajoutant cette touche atmosphérique et spatiale au morceau, déjà bien appuyé, avec des bonnes bases, toujours cette triangulaire basse, guitare, batterie, la voix de Bono qui surplombe et des nappes de synthétiseurs. Et là, on est dans une new wave absolue. On est dans un truc vraiment spatial et à la fois très, très terre à terre. Donc, on a vraiment les éléments new wave. Et puis, également cette pochette que je n'ai pas sous les yeux à vous montrer, mais qui, en fait, est d'une beauté. C'est une photo en sépia de mémoire d'une sorte de château. Il y a des bandes, il y a, on va dire, une partie qui est bordeaux de mémoire. Enfin, j'aime beaucoup cette pochette au niveau photographique. Si vous avez l'occasion de regarder cette pochette sur Internet, regardez, vous verrez. Et donc, pour moi, vraiment, là, on atteint le chef-d'œuvre de musique New Wave de U2. Hein. On est vraiment là dans ce qu'il y a de meilleur en termes de New Wave chez U2. Ensuite, U2 va prendre un virage et ils vont un peu plus se mettre dans une sorte de rock expérimental avec The Joshua Tree, album de la consécration internationale. Et c'est là que moi, je vais m'en désintéresser. Et que pour moi, les 4 meilleurs albums de U2 sont incontestablement ceux que je viens de vous présenter, ainsi que des albums live rattachés à ces albums, dont le fabuleux Under a Blood Red Sky, qui est un album live qui, je pense, suit l'album War, parce que bon, il a la même police de caractère, le même style, et surtout, ils sont joués les morceaux en partie de l'album War, de l'album October, ainsi que de l'album Boy, donc les 3 premiers albums. Et c'est un live qui n'a pas beaucoup de morceaux, hein, qui a uniquement 8 morceaux. Par contre, ils sont super bien joués. Et on a vraiment un travail sonore incroyable sur scène et aussi le lien avec le public. Et là, on commence à reconnaître un petit peu cet aspect bête de scène de concert qu'est le groupe U2. Déjà avec cet album-là. Ensuite, on a cet album qui n'est pas un album live, mais qui est une sorte d'album un peu hybride entre un album qui contient des singles et des morceaux live. Il s'agit de Wide Awake in America, que j'ai en cassette. Et le truc un peu fou de cette cassette, c'est que les 2 faces ont les mêmes 4 morceaux, à savoir Bad en live, A Sort of Homecoming en live, qui sont 2 morceaux de l'album The Unforgettable Fire. Puis on a ajouté 2 singles inédits,
Je sais pas si on peut dire que c'est des singles, en tout cas ce sont des morceaux qui n'apparaissent pas dans d'autres albums. The Three Sunrises et le fabuleux Love Comes Tumbling. Vraiment, il faut écouter ce morceau Love Comes Tumbling. Je vous le mettrai dans la description parce que pour moi, là, c'est aussi une sorte de complément à l'album que je n'ai pas ici physiquement, The Unforgettable Fire. L'album Wide Awake in America, qui ne contient que 4 titres, dont 2 lives et 2 inédits. C'est un album qui vraiment, je ne sais pas si on peut parler d'album à ce niveau-là, mais pour moi, on culmine dans la New Wave avec U2. Après, je vais passer assez succinctement parce que pour moi, U2, à partir de The Joshua Tree, m'intéresse nettement moins. Et surtout, je m'y penche pas trop dessus. Voilà. Bon, moi, The Joshua Tree, je l'ai copié sur une cassette. Et je peux dire que c'est un album que je trouve pas mal, que je trouve bien. Mais pour moi, on retrouve ce truc rock que vont avoir beaucoup de groupes anglo-saxons, en fait. À savoir même Simple Minds, ils ont eu cet aspect-là. C'est-à-dire Simple Minds, en parallèle de U2, a été un super groupe de New Wave. Et ensuite, ben pareil, ils ont leur consécration mondiale avec Mandela Day, avec certains morceaux comme ça. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'ils deviennent? Assez consensuels, ils plaisent au plus grand public. Et là, avec Joshua Tree, je trouve que U2 se met à plaire à un plus grand public, malheureusement. Malheureusement pour les amateurs de musique New Wave et surtout de musique très atmosphérique. Ce qu'ils vont pas trop perdre parce que Joshua Tree est tout de même atmosphérique. Par contre, c'est un album qui est assez disparate et je trouve qu'en l'écoutant, il n'y a pas vraiment d'unité et de cohérence dans cet album. Cet album a une pochette assez connue sur laquelle on voit Bono, un profil avec les cheveux longs, ainsi que les 3 autres membres de U2 un peu plus éloignés en noir et blanc. Et on voit une sorte de cactus, d'arbre cactus en fait. Et donc c'est l'album reconnu comme l'album qui vraiment fait exceller U2 dans le monde en tant que groupe de rock britannique, irlandais qui plus est. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Rattle and Hum, que je ne connais absolument pas, donc je ne peux pas en parler. On a Achtung Baby, qui offre à U2 une reconnaissance dans les années 90, qui est une reconnaissance un peu plus portée sur la musique électro, la musique un peu expérimentale et à la fois un petit peu alternative. U2 va plutôt se placer dans ces styles-là, avec cet album Achtung Baby. Même l'artwork, qui souvent était des photos en noir et blanc sur la plupart des albums de U2, ici, on est à fond sur plein de petites photographies en couleur, avec vraiment un côté très, presque, je sais pas comment dire, de star. Voilà, on a ce genre de photos à l'intérieur du livret, on a des photos mélangées en sépia et des photos en couleur. Voilà, on a les textes, bien sûr. On a des photos un petit peu dingues de... là, je crois que c'est Larry Mullen en femme, avec un chapeau et une robe. Ils ont eu un délire, en fait, de s'habiller en femme, je pense. Et là, d'ailleurs, ils sont tout petits, ils sont tous en femme. On les voit pas très bien. Et puis là, bon, voilà, on voit le nouveau style de U2, les mecs avec des lunettes qui font un peu style, genre, un peu comme des Américains, la chemise ouverte, le torse. Enfin, il y a un côté comme ça, un peu, ouais, la star, quoi. Et même au niveau musical, cet album, en fait, prend une direction totalement différente. Il quitte un peu... alors, il reste dans le rock, mais il se retrouve un peu plus dans des sonorités années 90. Il va pas y couper, forcément, puisque là, on est au cœur des années 90. D'ailleurs, on est même au début. On est en 1991, donc voilà. Qu'est-ce que nous en dit Wikipédia de Achtung Baby? Eh bien, ils veulent rompre avec la période américaine des années 80. Alors, bon, moi j'ai l'impression plutôt qu'ils ont été très influencés et que du coup, ça ressort sur leur style, comme je le disais.
Et en même temps, l'album, donc, il aborde des sujets comme l'amour, la sexualité, la spiritualité, la foi, la trahison, et marque la reconnaissance artistique du groupe après le demi-échec de Rattle and Hum, donc apparemment, bon, il n'aurait pas trop marché le précédent. Et il est considéré comme le chef-d'œuvre de U2, hein, quand même, hein, par beaucoup de ses fans. Alors moi, je suis une fan des U2 des débuts, hein. Je suis pas une fan du U2 des années 90, et même après d'ailleurs. Mais bon, on a des morceaux comme Even Better Than the Real Thing, on a One, qui est un excellent morceau, faut le reconnaître. On a... Bon, après, il n'y a pas vraiment des singles très marqués. Mais je pense que c'est vraiment ces deux que j'ai cités là, qui sont les singles connus. Vraiment les singles les plus connus. Alors ensuite, on a l'album Zooropa. Donc celui-ci, je ne l'ai pas. Hein. On a l'album Pop. Vous imaginez bien que je ne l'ai pas non plus. Puisque voilà, moi, vraiment, j'ai squeezé toutes ces années 90. Hein. Artung Baby, je l'ai parce qu'en fait, ma mère l'avait en double. Et du coup, j'ai récupéré le deuxième. Mais voilà. Ensuite, on a les années 2000, donc avec les albums des années 2000, donc avec... Ah, et j'ai quand même oublié aussi un détail. Le best-of 80-90. Le best-of des années 80-90 de U2, qui est pas négligeable. Ils ont fait de bons best-of U2. En tout cas, leur label... qui est resté le label Island. Je ne sais pas si c'est toujours maintenant le label Island, mais en tout cas, dans les best-of, c'est le label Island. Avec deux best-of, hein. Un best-of des années 80-90, puis un best-of des années 90-2000. Et ce sont des bons best-of qui résument très bien la carrière artistique de U2 au niveau de ces années-là. Donc vraiment, je les conseille aussi. Après, j'en ai pas d'autres. Voilà. Il y a l'album donc en 2000, donc on a All That You Can't Leave Behind, How to Dismantle an Atomic Bomb, No Line on the Horizon, Songs of Innocence, Songs of Experience and Songs of Surrender. Pour en avoir écouté un de ces trois dans les derniers parus là, j'ai écouté Songs of Innocence que j'avais emprunté à la médiathèque et ça m'a assez plu. Ça fait penser, vous allez rire peut-être en m'écoutant, mais on dirait du Coldplay façon U2. Déjà Coldplay, le mec chante un peu comme Bono, et puis le style de la musique de Coldplay, je pense qu'ils ont quand même été influencés manifestement par U2. Hein. Mais là, U2, c'est du Coldplay, mais du Coldplay fait par U2, quoi. Moi, j'ai vraiment... Enfin, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est du bon Coldplay, hein, du très bon Coldplay. C'est du super bon U2. Hein. Ils ont une assise. Les mecs sont maintenant peut-être soixantenaires ou peut-être plus. Ils ont peut-être près de 70. En tout cas, voilà. Les gars, bon, ils ont une assise. Ils ont un truc. Ils ont une prestance. Tu vois qu'ils ont quand même roulé leur boss. Ils font des scènes internationales avec vraiment, comme le disait très bien ChatGPT, vraiment des shows incroyables. S'il y a bien un groupe que j'ai pas envie d'aller voir, c'est U2 d'ailleurs, hein, parce que ça doit être déjà pris d'assaut très vite. Et puis surtout, ça doit être démesuré et ça doit être dépourvu de naturel. J'espère qu'il leur reste quand même encore un peu d'humanité, de trucs un peu qui les rapprochent de leur public. Mais des groupes comme ça, c'est tellement des mastodontes que qu'est-ce que tu veux? À un moment, le lien artiste-public, il n'existe presque plus. Et donc, comment dire? À part via le fait qu'ils vont chanter les chansons et que les gens vont les écouter. Mais sinon, honnêtement, c'est pas un petit groupe qui fait des petites salles et puis qui va venir vous dédicacer leur album à la fin du concert, quoi. C'est évident. Donc voilà, moi je pense que j'ai vraiment là fait le tour de U2, de comment moi je perçois le groupe, qu'est-ce qui me plaît dans ce groupe, et je vais terminer là-dessus. Et comme je le disais, j'aime l'assise et le côté à la fois assez aérien. J'adore la période New Wave avec les 4 premiers albums.
Je trouve les best-of très très bien fichus, parce que la plupart du temps, les best-of des groupes, en fait, bah, c'est un peu... oh, on a des singles, voilà, disséminés, il y en a des bons, des mauvais. Là, la plupart de leurs singles sont quand même très bons, techniquement. Et même, voilà, bon, c'est un groupe qui vraiment assure, quoi, hein, à tous les niveaux. Et surtout, sur cet album 90-2000, enfin ce best-of en tout cas, c'est un double best-of avec des faces B. Et ces faces B, bah, elles sont pas dégueulasses, hein, elles sont pas mal ces faces B. Il y a des faces B de morceaux comme par exemple Even Better Than the Real Thing qui est remixé. Et c'est pas mauvais comme c'est remixé. Franchement, ça va. Ça pourrait être bien pire. On a aussi, et ça, il faut que je termine par ça, mais sur les best-of, on a tout un artwork avec des photos en noir et blanc ou en sépia, issues des différentes époques de U2. Comme là, par exemple, l'époque justement Artung Baby, avec toutes leurs photos, faire façon un peu américain, on va dire. Voilà, ici, ils ont peut-être fait une tournée au Japon, parce que là, on voit Sailor Moon en arrière-plan. Voilà, on a des photos comme là, The Edge, avec un arrière-plan, avec je ne sais quoi derrière, on ne sait pas trop. Là, il y a justement leur délire un peu de s'habiller en femme, avec Bono en homme et puis The Edge en femme à côté. Je sais pas trop ce qu'ils ont, voilà, ils sont... Là, il y a un côté très, justement, hein, voilà. On voit qu'ils sont passés par les États-Unis, quoi, avec un truc comme ça. Bon, là, clairement, hein, ça fait un peu la Californie, le gars, la boule presque à zéro. Ça, c'était une coiffure super à la mode dans les années 90, hyper moche. Mais franchement, bon, voilà, là, on les voit. Voilà, ils font les stars, quoi. Il y a un truc comme ça. Ça, c'est les années 90-2000, hein, où, comment dire, oui, ils sont dans un truc un peu... c'est un peu les superstars, quoi, U2. Alors que là, si on remonte dans les années 80-90, déjà là, on a l'arbre qui a servi pour la photographie de Joshua Tree. Et puis là, bah, on a les premiers concerts. Donc là, on voit bien que, voilà, c'était pas des gros concerts, hein. C'était un concert local. On les voit ici quand ils étaient gamins, hein, quand ils démarraient leur carrière. Là, on voit franchement que voilà, c'est des minots, hein. Ils démarrent. Moi, je préfère ces photos-là. Là, on commence à avoir un peu la notoriété, là, avec le Joshua Tree et ce fameux Bono, j'oubliais le chapeau, de profil, les cheveux longs. Là, c'est clairement la période de l'album War ou de l'album Boy, je saurais pas dire, mais en tout cas, on a ce fameux garçon qui, à mon avis, est le fils du batteur. Hein. Moi, c'est une supposition, mais bon, voilà. Et là, on a cette fameuse photo de l'album The Unforgettable Fire avec ce château. Et le groupe est un ciel incroyable. Un ciel incroyable. Là, on retrouve l'esprit de Joshua Tree. Et enfin, des photos issues de l'album The Joshua Tree ou du clip, je ne saurais pas dire. Et puis ici, toujours la période Joshua Tree, où là, on sent vraiment que le groupe, bon, voilà, il commence à être très connu. Et donc, voilà, un groupe reste toujours bon sur les albums, je dirais, moi, pour moi, entre les débuts et la reconnaissance du grand public. Ce sont les albums où les artistes se cherchent. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, assez souvent d'ailleurs, tout au long de mes vidéos. Je trouve que cette période de recherche, c'est la meilleure. Ma vidéo va faire 40 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo interview spéciale musique subsaharienne. Également, musique surtout très appréciée de mon amie Sandrine. Et je vous dis donc à cette prochaine vidéo.